Industrial innovation is critical to economic growth and transformation as it leads to increased productivity, adoption of new technologies, reduction in costs, creation of new products and markets. It also leads to the creation of new jobs for skilled labor and other societal improvements such as enhanced safety and reduced environmental deterioration. More than ever, innovation policy is a key for an accelerated economic development. It covers all the sectors as well as the public service. With the multiplication of crises, economic, sanitary, climate, ensuring food security appears at the top priorities of governments. Tunisia, like many African countries, seeks to protect its agriculture and to ensure food self-sufficiency in order to depend less on imports. Indeed, this sector suffers from the fragmentation of cultivable areas, lack of water, low productivity, and insufficient yields. Despite an awareness of the intersection of agriculture with several value chains materializing agri-food, agri-health, agri-energy, and so on, the uses of technologies remain very limited, and innovation opportunities in the agri-industry are little explored by local actors. We'll see in the following video report concrete examples that illustrate how industrial innovation projects were able to emerge under these conditions and what were the obstacles and the levers of innovation process from the point of view of key ecosystem actors. This exercise will finally help to understand why the innovation potential remains restrained and how to release energy to make industrial innovation the spearhead of development policy in Tunisia. We're grateful to the participants who took part in this focus group discussion. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de partager avec vous les enseignements saillants des réunions de focus group sur le thème de l'innovation industrielle en Tunisie dans le domaine agriculture. Vous verrez dans cette vidéo reportage la réalité de l'agriculture en Tunisie à travers des témoignages d'acteurs clés de l'écosystème, mais surtout de promoteurs de projets d'innovation. Nous passerons aussi en revue les obstacles et leviers qui impactent le processus d'innovation et nous finirons avec des recommandations en matière d'instruments de politique publique pouvant accélérer le développement de l'innovation industrielle. Let's start with some participants' testimonials on the innovation context related to agri-industry in Tunisia. Si on parle d'agriculture, la première chose à se mettre en arrière-plan, c'est agriculture santé. Ça ne peut pas être séparé. On ne peut pas travailler en tant que santé dans la recherche-innovation pour la santé et on oublie que la santé, c'est à la base, c'est être bien nourri, être correctement alimenté. Et de l'autre côté, lorsque je parle de santé, c'est au sens très large du terme, santé humaine et animale. Donc, on est dans un environnement très vaste dans lequel, malheureusement, la sectorisation qui a été faite depuis le début, d'ailleurs, a fait qu'on n'arrive pas à faire évoluer les choses. L'agriculteur tunisien ne sait plus faire son travail. Parce que durant les 30 dernières années, tout le contexte dans lequel évolue l'exploitant agricole, il a complètement changé. On parle du changement climatique, on parle de moins d'eau, moins de ressources hydriques, on parle de qualité d'eau médiocre, de qualité des sols qui se détériorent. On parle de nouvelles variétés importées qui ne sont pas adaptées à nos sols et à notre climat. On parle de nouvelles maladies qui apparaissent chaque année et on parle de phénomènes météo ponctuels ou conjoncturels face auxquels on ne sait pas comment se comporter. Confronté à tous ces défis-là, ou à tout ce nouveau contexte, l'agriculteur continue encore et toujours à exercer son travail de la même façon, traditionnelle, ancestrale, souvent arbitraire. Et aucun exploitant agricole n'effectue son travail chaque jour en se basant sur de la data et de la science. L'essentiel, en bas de la chaîne, on a un exploitant agricole. Et le schéma agricole en Tunisie est composé essentiellement de tout petits exploitants, moins de 10 hectares. 85% des agriculteurs ont moins de 10 hectares. Et donc, on doit préserver cette chaîne-là pour avoir une industrie agroalimentaire, pour pouvoir parler de chaîne de valeur, d'export, de qualité on doit préserver l'agriculteur. Et avant tout, on doit préserver nos sols, nos ressources, l'eau notamment.
où on peut améliorer des rendements en respectant l'utilisation des pesticides et des fertilisants, etc. Mais aussi sans oublier la sécurité sanitaire des aliments. Et là, on parle de Selema Rivaïa, qui est différent de la sécurité alimentaire. Donc, on doit travailler sur la sécurité alimentaire, sur la sécurité des aliments et sur la nutrition santé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin des produits qui ont un profil nutritionnel plus intéressant. La recherche ou l'innovation orientée vers le secteur agricole et l'innovation orientée vers l'industrie. Moi, je pense qu'on a besoin de travailler de plus sur le développement des chaînes de valeur. À part l'innovation technologique orientée vers le maillon transformation ou industrie agroalimentaire, ou bien également l'innovation orientée vers l'agriculture telle que Green Tech que vous avez cité, on a peut-être besoin d'innover dans les approches de développement des chaînes de valeur. Vraiment, il faut revoir cette relation entre les différents maillons de la chaîne de valeur et innover dans les approches de développement et d'organisation de cette relation. La première, c'est de mettre le paquet sur les agritech et les green tech. Ce sont deux évolutions majeures que nos agriculteurs comprendraient très très bien et dès maintenant. The following examples will illustrate the main innovation obstacles and levers. The first example presents Vitalite Labs Experience, a biotechnology startup which is one of the few in the region to combine the extraction of active principles from seaweed and the formulation of high-end 100% natural skincare products. C'est une start-up qui a démarré en faisant l'extraction d'actifs à partir des microalgues pour des finalités diverses. Au départ, on a prospecté plusieurs secteurs, l'alimentaire. Notre innovation nous a plutôt, on l'a plus ou moins assis sur une finalité plutôt cosmétique. Et de là a été créé donc Algovita en tant que brand de produits finis. Donc, on a fait toute la chaîne de l'actif, de l'extraction de la biomolécule jusqu'à la formulation de produits finis et la vente de ces produits sur le marché. Et depuis quelques années, donc notre business model il marche sur deux axes, le B2C avec Algovita et puis le B2B en tant qu'industriel qui fabrique en white label ou en private label pour les autres, pour des clients tierces, leurs propres produits de soins, qu'ils soient des soins de visage, des soins cheveux, toujours dans le référentiel bien évidemment naturel et en utilisant des actifs, une partie produite par nous-mêmes et une partie bien évidemment qu'on se fournit sur le marché international. Aujourd'hui, donc Vitalite Lab, petit en taille, c'est vrai, mais nous avons donc une chose dont nous sommes fiers, c'est qu'on a la plus large d'actifs cosmétiques dans toute la région. Pour ce qui est effectivement de la propriété intellectuelle, au départ, on s'est attaché à le faire à un moment donné, et puis donc dans le suivi et la maturation des idées, bon, c'était une décision plutôt interne de protéger l'innovation par le secret. Pour plusieurs raisons. Donc, la première étant que ça coûte cher de maintenir les brevets ou l'innovation en soi, donc en date et protégée par des droits un peu partout. La deuxième chose, c'est que notre perception aussi de la protection en elle-même, la protection par des brevets ne suffit pas si vous n'avez pas les moyens d'engager des procédures juridiques en cas de copie, par exemple. Si vous n'avez pas les moyens de suivre ou de traduire des entités ou des personnes un peu partout qui sont en train de vous copier, si vous n'avez pas cette capacité de le faire, autant ne pas protéger ou protéger par le secret. Au départ, en fait, il y avait le programme Mobidoc qui nous a permis justement effectivement de donner corps à l'innovation scientifique. Et je note aussi donc le programme Startup Act qui nous a apporté quand même aussi quelques avantages qui sont importants. Malheureusement, on en a bénéficié que pendant un nombre d'années limitées, parce que voilà, il était simplement donné pour 8 ans. On était déjà créé avant même l'avènement du Startup Act, mais quand même, c'était bon à prendre. Ça nous a permis aussi de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, que ce soit d'ordre fiscal ou même au niveau de la carte technologique, la prise en charge CNSS, etc., réduction de coûts, parce que dans la phase de démarrage, bien évidemment, quand vous êtes une start-up, vous ne générez pas assez de revenus. Il est très important de réduire au maximum votre cash burn, réduire les coûts et essayer de faire le focus maximal sur le développement, que ce soit technique ou même commercial.
J'étais confronté donc à l'accompagnement public via les structures de l'API et les pépinières à l'époque. Donc ça date quand même il y a de 5-6 ans. Et malheureusement, j'ai noté, je relève quelques problèmes, pas s'ils ont été résolus, c'est ce que j'espère en tout cas depuis. Il y a dans l'accompagnement public de l'époque, il y avait un problème de conception. Donc, je dirais même un problème de légitimité d'abord. C'est que l'administration, qu'elle soit au niveau de l'API, au niveau des pépinières, en fait, on avait du mal à l'époque à avoir en eux des interlocuteurs capables de nous aiguiller, de nous aider et de nous ouvrir des portes et nous dire réellement comment procéder pour un certain nombre de points. En fait, l'amorce pour la création de cette entreprise, c'était via un concours franco-maghrébin qui s'appelle le programme PASSEM, programme de création d'entreprises innovantes en Méditerranée, était destiné à la diaspora maghrébine en fait en France qui voulait créer des entreprises dans leur pays d'origine. Donc il y avait pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie également. Ce programme était décliné en 3 éditions. Il y avait 3 cohortes de sélectionnés. Sur l'ensemble, en fait, pour la Tunisie, je pense qu'il y avait au total aux alentours de 80 projets de création. Vitalite Lab en faisait partie. Et le prix qu'on avait gagné était de l'ordre de 35 000 euros à l'époque, 15 000 à la charge du partenaire français qui est l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et 20 000 à la charge du point focal tunisien qui est l'API. Alors, voilà ce que je veux vous dire, c'est que sur les 15 000 alloués par la France, tout le montant a été mobilisé, donc on a pu en bénéficier en totalité. Il nous a servi à faire le démonstrateur à l'époque de la culture de microalgues. Et sur les 20 000 euros tunisiens, on a su mobiliser uniquement 3 000 dinars. Vous allez me demander pourquoi. Et ce n'était pas le cas de Vitalite Lab uniquement, c'était le cas je pense, pour 99% des participants, pour la simple raison que l'API, en fait, nous a contraint de simplement passer des prestations uniquement avec l'ordre des experts comptables. Donc, l'API était conventionnée avec l'ordre des experts comptables et c'est la seule prestation à laquelle on pouvait avoir droit. Et qu'est-ce que vous pouvez demander à un expert comptable à part rédaction ou vous aider à faire un business plan. Donc, du coup, vous ne pouvez pas utiliser ce montant ni pour faire du marketing, ni pour faire du prototypage, ni pour faire diverses démarches à l'export ou participer à des foires, par exemple. Tout était complètement bloqué. The second example presents IPM for Citrus, a spin-out case that succeeded to pass through CBS, a public research laboratory, to a private industrial unit established to produce biopesticides in Tunisia. The technology transfer process was enabled by a cross-border consortium assembling Tunisian and international partners under the umbrella of the European Programme Horizon 2020. Moi, je suis professeur chef de laboratoire au Centre de biotechnologie de Sfax. C'est le laboratoire du biopesticide qui a une expertise dans tout ce qui est production de biopesticides de plus d'une trentaine d'années. Et depuis 2009, nous avons décidé de sortir vers le marché avec notre produit. Et c'est là qu'a commencé cette expérience, cette aventure, ce que j'appelle aventure, puisque au départ, on a essayé de chercher dans l'écosystème tunisien un soutien, accompagnement, un soutien financier surtout, pour ce que j'appelle ce business case, mais non, on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, après, s'est offerte l'opportunité du H2020 et je l'ai saisi personnellement donc, en 2014-2015 pour préparer un grand projet international qui était basé sur toute une voie de développement et d'exploitation pour amener notre produit sur le marché. Et nous avons réussi à avoir en 2016-2017 un financement de 800 000 euros pour travailler sur toutes ces étapes, depuis le développement, scale-up, production à grande échelle, formulation, application au champ et exploitation pour différentes méthodes d'exploitation. Et là, on est en travail en étroite collaboration avec les laboratoires Médis, qui est l'industriel receveur de cette innovation, puisque tout ce qui est biopesticides en Tunisie, il est importé.
Et en tant qu'industriel, donc travaillant dans le domaine du pharmaceutique, Médis est intéressé par le côté santé végétale. Il a créé sa propre filiale santé végétale et il est intéressé par l'acquisition de cette innovation. Donc, on travaille ensemble pour la mise en place d'une ligne de production qu'on espère inauguré à la fin de l'année 2022, fin 2022, dans le cadre de ce projet. Ce projet, il regroupe 11 participants, 5 de la Tunisie et 6 pays européens qui maîtrisent toutes les étapes de cette technologie, tout ce qui est fermentation, formulation, exploitation, propriété intellectuelle, essai au champ, et donc toutes les étapes couvertes par cette chaîne de valeur. Et il nous reste encore une bonne étape pour tout ce qui est certification, mise sur le marché et éducation, négociation avec les agriculteurs. Et là, on est en train de chercher du financement. C'est le même scénario qui se répète. J'ai essayé de postuler pour des financements tunisiens et on m'a répondu que non, on ne peut pas couvrir ces étapes. Donc, on est à la recherche d'un financement européen à travers l'Horizon Europe. Le laboratoire, le budget du laboratoire, c'est pour travailler dans le laboratoire. On n'a pas de financement pour sortir vers le monde socio-économique. Indirectement, si la Tunisie a adhéré au programme H2020, c'est pour dire qu'il y a quand même eu un accompagnement pour soumettre l'appel, répondre à l'appel à proposition. C'est le côté positif de cette expérience, c'est l'accompagnement pour rédiger les projets. Ça, c'est extraordinaire. Et on est en train de profiter. On est même en train, en tant que chercheur, d'apprendre ce que c'est le langage du marché. Exactement. Pour éclairer un peu l'audience, produire à partir d'une nouvelle souche un biopesticide, ce n'est pas suffisant pour le mettre sur le marché. Il faut être capable de faire beaucoup de tests. Il y a vraiment une échelle importante de choses à vérifier, à faire. Et c'est ce que cet écosystème a permis. Ce qui est intéressant dans ce cluster, finalement, c'est que les chaînes de valeur étaient présentes. Et c'est cette chose qu'on ne retrouve pas, en fait, en Tunisie. Et c'est ce gap entre le monde, la recherche sur des molécules, que ce soit pour des finalités agro, pour finalités cosmétiques, pour des finalités de biopesticides, de santé ou autres, ou par main même, et l'industriel qui manque. The third example presents Zeira Solutions, a startup bringing software and hardware solutions to digitalize and robotize farm management processes. Alors, Zeira, c'est une startup qui se définit comme une startup agri-tech. Donc, elle associe la technologie à l'agriculture. Donc, et en termes de production, donc je me permets de faire le résumé de mon côté. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis 2011. À la base, c'est un éditeur de solutions innovantes qui inclut donc des applicatifs, donc du software, soit pour la supervision et le contrôle de l'irrigation ou une gestion, on va dire, une sorte de ERP ou système d'information agricole. Et plus récemment, il s'est mis à fabriquer donc un robot, en fait. C'est comme ça que je l'ai connu. La première fois où j'ai rencontré Esselbrod, il était en train de tester un prototype de robot. Il appelle ça le tracteur intelligent, qui peut faire de la cueillette sans humain. Donc, vous imaginez qu'il peut vérifier déjà l'état de la récolte et faire la récolte. Donc, c'est assez formidable. Et donc, on est vraiment dans de la productivité avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquence et impact aussi bien sur l'environnement, sur le social, etc. Le Startup Act a permis de faire avancer les choses. Peut-être pas sur tous les plans, mais en tout cas sur la partie de prise en charge de la CNSS, l'exemption de l'impôt sur, en tout cas, oui, tout ce qui est réduction d'impôts, la carte écologique. Bon, clairement, il y a des avancées. Ça reste encore insuffisant par rapport aux attentes. L'idée du projet, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un peu plus que aider des startups à s'internationaliser parce qu'il y a d'autres objectifs qui sont
de faire connaître la Tunisie aussi comme source de solutions agritech pour l'Afrique. Parce qu'on est parti du constat que l'Afrique, c'est le continent qui se développe le plus et dans lequel le secteur agricole se développe et dans lequel les besoins en agritech se développent le plus rapidement. Bon, juste un chiffre, il y a 2 ans, il y avait en Afrique 30 millions utilisant des solutions agritech. On estime que d'ici 5 ans, ils vont passer à 200 millions. Donc, c'est un marché qui est vraiment en pleine expansion. Personne n'a un diagnostic fiable. Et là, je vais balancer comme ça quelques manarfouches par région, combien on produit, qu'est-ce qu'on plante, qui plante quoi, où, quand, avec quelle proportion, qu'est-ce qu'on consomme, la pression des pesticides par hectare, la consommation d'eau par hectare, de tomates, de pastèques, toutes sortes de cultures. On n'a aucun indicateur fiable. C'est vrai que le ministère, l'ONAGRI, la VFA, tout le monde a quelques chiffres, mais c'est ou bien des chiffres qui datent de 20 ans, ou bien qui ne sont pas actualisés, ou là qui sont très peu fiables. Et là, il faut un effort de quelques années et un effort énorme de la part de tout le monde pour pouvoir déjà savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on consomme, pour pouvoir établir des orientations stratégiques et pour pouvoir imposer des nouvelles technologies et imposer l'innovation, ou éduquer l'agriculteur et l'agroalimentaire à utiliser l'innovation et à innover dans sa façon de faire et dans sa façon de travailler. Personne n'évoque le problème du savoir-faire et qui, selon nous, est le plus gros problème de l'agriculture en Tunisie. On a vu que parmi les défaillances ou parmi les obstacles ou parmi les points où on doit creuser davantage, c'est la ressource humaine, l'amélioration des ressources humaines, c'est-à-dire les compétences techniques au sein de l'administration pour assurer un système performant et un système efficace. Le partenariat public-privé pourrait être vraiment un outil de transfert des innovations et de diffusion des innovations. Surtout, je parle là de l'agriculture également. Donc, au niveau régional, dans les régions, on pourrait passer par les partenaires privés. Et là, l'APIA, à travers des projets de coopération technique, donc on a pu tester, on a pu créer des projets pilotes qui visent à utiliser les PPP, surtout pour les formations et l'appui aux petits agriculteurs. Mais sincèrement, donc, on a trouvé un blocage. Et là, on a avec nous M. Zayeni, parce que parmi les PPP, on a un PPP qui vise le développement de la chaîne de valeur lait par la création d'un centre de compétences pour le développement et la promotion de la chaîne de valeur lait. On est très avancé sur tout ce qui est donc technique, mais on a trouvé en quelque sorte un blocage en relation avec la loi. Pour d'autres services de l'agriculture, nous avons un grand problème de communiquer. Moi, je donne un exemple. Pour signer une convention cadre avec un service, il nous a fallu 2 mois pour expliquer et pour faire un aller-retour de la convention parce qu'on n'arrive pas à se comprendre entre nous. Donc, il faut peut-être faire un effort dans ce sens-là. Merci. Merci. Donc, ça confirme ce que j'ai dit. Donc, le PPP, c'est déjà le partenariat public-public d'abord. Le deuxième volet, c'est améliorer les exportations des produits parce que la pérennité ne peut passer que par les exportations et l'exportation. Donc, ça veut dire l'innovation, la création de nouveaux produits ou de produits beaucoup plus compétitifs qu'auparavant. Donc, là, c'est travailler sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire exporter un produit qui est à haute valeur ajoutée. L'enquête qu'on a faite, il y a au minimum 50 à 60 entreprises qui sont dans le domaine de l'agritech en Tunisie. Mais le problème, c'est qu'elles sont toutes concentrées sur le marché local. Donc, ce qu'on a proposé à ces entreprises-là, c'est tout un programme de préparation et de formation à l'exportation, parce que, bon, comme j'ai dit, elles étaient toutes pratiquement focalisées que sur le marché local. Donc, toute une préparation sur l'exportation, sur les relations interculturelles, parce que faire affaire avec un agriculteur au Sénégal, ce n'est pas la même chose que de faire affaire avec un agriculteur en Tunisie. Et donc, on organise une mission de groupe où on va emmener les 6 entreprises, et on est en train, parce que ça va se faire dans 2 semaines, on leur a identifié des clients potentiels, des partenaires potentiels, et on va leur faire rencontrer ces partenaires durant ce qu'on a appelé la semaine de l'agritech tunisienne au Sénégal. Voilà, donc on est effectivement santé, bien-être, alimentation. L'agriculture, c'est vraiment le backbone de l'économie finalement. On l'a vu avec les chiffres, c'est là où il y a le plus aujourd'hui de croissance.
malgré la crise. Donc, c'est là où on peut accélérer encore plus, effectivement, si on arrive à créer un environnement favorable et surtout un écosystème performant qui a la capacité de se fixer des stratégies et de les implémenter. Probablement. Pour le cas tunisien, là, j'insiste sur l'exemple tunisien, cette politique de fixation des prix à la production, comme tu le dis de manière claire, donc on fixe en quelque sorte indirectement, en plus des règles, donc on fixe les prix à la production, on fixe les règles aussi d'intervention des principaux acteurs au niveau de toutes les chaînes, presque, de toutes les chaînes de toutes les filières. Et ça, à mon sens, handicape un peu cette innovation dans le secteur. Je crois qu'il faut commencer par le début. Commençons déjà à organiser les chaînes de valeur au niveau local. Et puis, dans un deuxième temps, des chaînes de valeur interrégionales pour partir ensuite sur le niveau national, voire même le niveau d'exportation à l'international. Ça, c'est le premier point. Donc, j'insiste, il faut absolument que vous mettiez en avant la stratégie de spécialisation régionale dans le domaine de l'agro-industrie. C'est de faire en sorte à ce que, puisque le fameux PPP ont été un peu un flop jusqu'ici, c'est d'imaginer en lien avec la valorisation des résultats de la recherche. C'est d'imaginer des PPP d'une nouvelle génération. Ceux qui sont bâtis sur une approche, on va dire, pas top-down, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est partir du down vers le top. C'est-à-dire amener les centres de recherche et les chercheurs à aller sur le terrain et prospecter les besoins et puis remonter ces besoins pour les travailler ensemble avec les agriculteurs. Alors, nouveau PPP basé sur la RDI qui implique fortement les agriculteurs et les paysans. Par rapport au transfert technologique des résultats de la recherche, on sait bien qu'il existe via l'ANPR, l'Agence nationale de la promotion de la recherche, il y a tout à fait un réseau du but. Et il y a des mécanismes de valorisation des résultats de la recherche au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Aussi, il y a d'autres mécanismes au niveau de l'industrie, tels que le PIR, le PNRI. Mais ce sont des mécanismes qui sont parfois méconnus par ceux qui se trouvent au niveau des structures de recherche. À mon avis, il est temps de faire un benchmarking et de créer des sociétés de transfert technologique. Ils peuvent être, soi-disant, partenariats public-privé et qui seront annexés aux structures de recherche et qui permettent le transfert des résultats d'une façon plus fluide vers le monde socio et économique. Je crois qu'il est temps aujourd'hui à ce qu'on fasse un peu la toilette de tous ces instruments. Vous savez, rien que dans l'agro-industrie, il y aurait une dizaine d'instruments qui sont là. Alors, faites-en un petit panorama et dites-nous comment casser les limites et les frontières qui existent entre ces instruments. Pourquoi ne pas utiliser plusieurs instruments à la fois? C'est aller sur le terrain de l'innovation dans l'administration elle-même, c'est-à-dire changer le mode de gouvernance qui a été utilisé jusqu'ici, et c'est en lien avec le nouveau schéma de développement ou le nouveau modèle de développement, chacun l'appelle comme il veut, pour qu'on puisse, par exemple, il faut que l'État arrête de gérer lui-même les instruments de financement. C'est pas normal que beaucoup d'instruments sont inopérants justement parce qu'ils sont trop centralisés et ils sont trop bureaucratisés. Délégués à des gestionnaires d'instruments. Les problématiques qui sont posées, ne sont pas presque réservées au secteur de l'agriculture. C'est un problème générique, c'est un problème d'État, c'est pas un problème de secteur. Et donc, toutes les problématiques de l'innovation en Tunisie, on peut les trouver dans le secteur de l'énergie, de la santé, de l'administration publique et autres. Si on donne des chiffres, par exemple, on donne des chiffres pour valoriser la part de l'innovation dans ce pays-là. Dans tous les mécanismes qui existent de l'innovation, le VRR, le PRF, le PNRI, le PIR, la mise à niveau, le RECTIC, etc., j'ai fait un petit calcul, presque on a dépensé 900 millions de dinars sur 20 ans. Donc 900 millions de dinars, ce n'est même pas les subventions qui sont données pour la farine sur une année. C'est des montants
dérisoires. En plus, ce sont des montants qui sont saupoudrés dans tous les secteurs, dans toutes les structures, au ministère de l'Industrie, à NPR. C'est des trucs qui sont émiettés avec manque de priorité nationale. Et même les priorités qui sont arrêtées sont des priorités presque bateau. Donc, si je vous donne les priorités nationales, vous allez vous poser vous-même la question, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire pour ce pays-là? La politique de recherche et développement en France, ça fait le domaine de l'énergie. معناتها في الانرجي لقاو l'énergie renouvelable في l'énergie renouvelable قال لك الفوتوفولtaïque on est plus compétitif, l'éolien on est plus compétitif. Ils sont sur l'éolien offshore comme priorité. Or pour nous, l'eau, l'énergie, l'agriculture, la santé, ce sont des priorités. Mais qu'est-ce qui est prioritaire exactement? On ne le sait pas. Donc en termes d'implication de l'État pour l'innovation, il y a une faible implication et c'est structurel. On a 0,6% du PIB qui est alloué à la recherche et développement, y compris l'école, etc. 0,6%, vous n'êtes même plus sur la carte de l'innovation. Vous n'êtes plus un pays qui pourrait être un jour leader. D'accord? Donc l'innovation, ça devrait être une priorité nationale. Si ça se considère comme une priorité, ça devrait être traduit dans le budget d'abord. Et ça, on n'a pas de budget. Il n'y a plus de pénurie. Il a été liquidé par le ministère des Finances il y a 2 ans. Le pire, pareil. Les VRF sont des mécanismes qui gèrent une grappe de projets avec des budgets presque dérisoires. Donc, tous les mécanismes qui existent là, non seulement ils sont émiettés, éparpillés, déstructurés, et donc, du coup, on ne peut pas avoir des résultats. Dans tous les pays du monde, l'investissement dans l'innovation, c'est un investissement privé. La norme générale, c'est 20% pour le public et 80% un investissement privé. Non seulement on n'a pas une visibilité sur l'investissement privé, deuxièmement, l'investissement privé, parce que d'abord, c'est une économie protégée, c'est une économie où le respect de la règle de droit est bafoué. Un système de normalisation qui applique des sanctions sur les rejets hydriques, sur le respect des règles de santé, etc. etc. Les gens, pénérie, tous les projets qui sont pénérisables, qui ont été gérés dans le pénérie, ce sont des entreprises, soit dans un milieu compétitif, soit des projets qui reçoivent des pénalités de la part de la MPE. Donc, il est obligé de faire une solution technologique pour éviter une pénalité. Sinon, on ne le fait pas. Un laboratoire de recherche, il est en train de résoudre le problème d'un verre qui vit uniquement qu'en France, alors que juste son voisin, l'agriculteur, il y a des palmiers, mais il y a l'emballage pour améliorer, par exemple, la durée de validité des dates. C'est quelque chose de très, très facile. Il n'y a pas cette collaboration, cette coordination au niveau de l'écosystème. Donc, le problème essentiel, c'est un problème de gouvernance. D'abord, gouvernance, ça veut dire que l'innovation devrait être une priorité nationale. كما سمحوني في الكلمة إسرائيل تدخل السيت نتاعها تقول لك l'innovation est notre ressource naturelle. L'innovation, ça devrait être une ressource naturelle. معناتها كي في les discours, في l'école, في l'université, le laboratoire de recherche, sur les médias, ça devrait ressortir comme une priorité nationale. Deuxièmement, في أوروبا وفي برة البلدان معناتها cette priorité nationale لازم تتحاسب. وذاك علاش تلقى في البرلمانات في العالم الكل تلقى une chambre ولا une commission sur la recherche et l'innovation. احنا مجلس النواب ما يحاسب شيء، ما يجي حد شيء. معناتها عنده كوميسيون على الادمينستراسيون، على الريفورم، على البيجي، مي ما فماش حاجه على السيونس، technologie, innovation. Il y a normalement un chapitre qui devrait être revu par les parlementaires chaque année pour dire voilà les budgets que je vous ai donnés. En conclusion, les écarts et les défaillances évoquées
et discutés en focus group ont surtout montré l'urgence d'une politique publique cohérente et consistante, lisible par tous et à tous les niveaux. Pour cela, des piliers ou building blocks sont apposés au préalable. Nous évoquons les 4 piliers relevés dans ce focus group. Tout d'abord, une stratégie nationale de l'innovation intersectorielle, avec bien sûr un budget à la hauteur des ambitions. Ensuite, une gouvernance globale institutionnelle de l'écosystème en mettant bien sûr au même niveau le secteur public et le secteur privé. Asseoir une open gov effective avec une valorisation de la data et la protection des droits y afférents. Enfin, l'environnement des affaires doit être bien sûr favorable au développement de l'innovation et pour cela, le respect du droit et un système judiciaire effectif seront nécessaires. Et merci pour votre attention.